Maintenant, je passe la parole à Philippe Salomé, toujours du LERMA. Alors, le LERMA est un laboratoire très actif en millimétrique, submillimétrique. Donc, on a plusieurs orateurs du LERMA. Donc, Très bien. je vais vous parler, merci Philippe. Je voulais vous parler d'observations radio astronomiques dans le domaine millimétrique. Et voici comment je vais organiser ma présentation. Je vais commencer par essayer de dresser un panorama des différentes choses qu'on peut faire dans le domaine millimétrique. Et puis, c'est là-dessus vraiment que je vais me concentrer. J'ai fait pas mal de transparents. Je pense que je n'aurai pas le temps de les montrer tous. Martina a déjà parlé des télescopes et des interféromètres. Je n'y attarderai pas trop. Et puis, j'avais préparé quelques transparents pour vous donner une image de la communauté française scientifique dans ce domaine-là, que vous pourriez éventuellement regarder par la suite dans le PDF si je n'ai pas le temps de le montrer. Ce sont essentiellement des graphes de statistiques. Donc, juste pour resituer un tout petit peu le contexte dans lequel on travaille, faire une introduction à l'astronomie en général, vous voyez ici une image d'une galaxie qui s'appelle M31, une galaxie d'Andromède qui est proche de nous. Et vous voyez cette galaxie qui est constituée de dizaines de milliards d'étoiles. Et toutes ces étoiles, vous le savez, sont comme des petits soleils. Vous pouvez imaginer que si on était capable de sortir de notre galaxie, notre soleil serait peut-être par ici, là. Et puis ce serait une des toutes petites étoiles avec son système planétaire, le système solaire qui tourne autour de notre étoile, ces différentes planètes, la ceinture d'astéroïdes et puis les comètes. Donc ici, autour d'une toute petite étoile, très banale par rapport aux étoiles qui peuvent être très massives. Et vous voyez donc cette galaxie qui est constituée morphologiquement d'un bulbe ici d'étoiles plutôt vieilles, et puis ici d'étoiles qui se forment dans des bras spiraux. C'est une galaxie spirale, une galaxie active qui forme beaucoup d'étoiles. Il y a aussi des galaxies qui ne forment pas d'étoiles. Puis vous voyez différentes choses, vous voyez différentes couleurs qui vous montrent des régions dans lesquelles les étoiles vont se former. Vous voyez différentes couleurs qui tracent différents types d'étoiles, des étoiles plus ou moins vieilles, des étoiles plus ou moins jeunes. Puis vous voyez des zones sombres qui sont de la poussière. Et la poussière, c'est le lieu dans lequel on va aussi trouver beaucoup de gaz. Et le gaz, c'est le lieu dans lequel vont se former les étoiles. Donc vous voyez qu'en termes de composants, ici, dans une galaxie ou dans l'univers en général, on peut trouver de la matière sous la forme d'étoiles, mais aussi sous la forme de gaz et de poussière. Évidemment aussi de la matière noire, mais j'en parlerai pas ici. Et ces galaxies, il y en a des centaines de milliards dans notre univers observable. Vous voyez ici une image d'un champ profond obtenu avec le satellite Hubble. Vous voyez un amas de galaxies avec ces galaxies très brillantes ici, très rassemblées, donc dans un groupement, un cluster de galaxies. Vous voyez ici des lentilles gravitationnelles d'ailleurs, des formations dues à la masse de ce gros halo des lentilles gravitationnelles. Puis vous voyez différents types de galaxies ici. Évidemment, toutes ces galaxies sont des galaxies qu'on voit d'abord dans l'avant-plan, et puis il y a aussi des galaxies qui sont très lointaines. Les galaxies les plus petites et les plus rouges sont des galaxies qui sont très très lointaines et dont la lumière a mis longtemps à venir nous rejoindre et rejoindre les télescopes qui les observent. Alors, si on revient à cette image de galaxie, qu'est-ce qui nous intéresse? Je vous l'ai dit, c'est le gaz moléculaire. Je vous ai dit qu'ici, on voyait de la poussière. Et maintenant, c'est une observation d'un projet qui s'appelle FANGS avec le télescope au sol ALMA, l'interféromètre. Et vous voyez ici l'émission du gaz moléculaire qui suit complètement l'émission de la poussière. Et vous voyez que ce gaz se trouve dans les régions très proches de là où vont se former les étoiles. Donc, observer le gaz moléculaire, ça nous permet de savoir, de comprendre comment se forment les étoiles dans les galaxies et donc dans l'univers. Alors, le gaz moléculaire dans notre galaxie, on en observe aussi évidemment, puisqu'on est nous-mêmes dans notre galaxie, on ne peut pas sortir, on ne peut pas voir cette spirale. On est prisonnier de notre plan de galaxie, et quand on regarde la galaxie par la tranche, voilà ce qu'on voit. On voit un disque très mince, ce disque que je vous montrais tout à l'heure, sur Andromède, dans lequel nous nous trouvons pour notre galaxie, la Voie lactée, est fait essentiellement évidemment d'étoiles, mais aussi de gaz moléculaire, avec une distribution de gaz moléculaire qui est celle-ci, du gaz particulièrement concentré ici, près de la région centrale, et puis de moins en moins de gaz avec des effets dynamiques ici. Vous voyez du gaz au-dessus de notre région qui est un peu plus haute latitude. Et comme Martina l'a dit, comme on observe des raies d'émission de molécules, j'y reviendrai, qui sont donc à des fréquences attendues, à des niveaux quantifiés, toute variation de fréquence de ces molécules, toute variation d'observation de ces molécules, nous signifie qu'en fait, cette fréquence a été décalée par effet Doppler, donc il y a un mouvement du nuage de molécules, ou bien qui s'éloigne, ou bien qui se rapproche de nous, et à partir de là,
on a une cartographie à 3 dimensions, on est capable de retrouver la vitesse. Ici, ce que vous voyez, c'est un plan vitesse en position. Donc, tout le long de cet axe de la galaxie, on peut voir si les nuages ont des vitesses qui sont quasiment nulles ou si ont des vitesses qui sont ici négatives ou positives. Donc, on est capable de remonter à la dynamique du gaz dans les objets qu'on observe, quels qu'ils soient. Alors, le milieu interstellaire, maintenant, si je me concentre sur un petit nuage de gaz ici, par exemple, ou un nuage de gaz moléculaire dans notre galaxie, évidemment, on le verra avec beaucoup plus de détails que dans une galaxie extérieure qui est lointaine et pour laquelle on n'a pas la résolution suffisante. Donc, si on zoome, vous voyez ce qu'on appelle couramment, communément des nébuleuses, hein, des nuages en fait, de gaz et de poussière. Vous voyez cette nébuleuse qui est très connue parce qu'elle s'appelle la tête de cheval, elle ressemble un peu à un cheval, à une tête de cheval. Vous voyez, donc ça c'est une observation dans l'optique. Vous voyez des rayons ionisants ici en rouge du gaz ionisé qui est ionisé par des étoiles qui sont prisonniers qui sont à l'intérieur de ce gaz. Et ici, vous voyez une zone très sombre, cachée en optique. En fait, il y a quelque chose, c'est de la poussière qui bloque le rayonnement d'arrière-plan. Et quand on observe dans le domaine millimétrique, on voit dans cette poussière l'émission. Cette fois-ci, il n'y a rien d'absorbé, on ne voit pas les étoiles derrière, on voit tout le nuage de gaz. Et vous voyez que cette zone sombre ici, c'est vraiment le nuage, un nuage tout entier, avec la zone ici qui repart par ici. Vous voyez qu'on est capable de tracer ces zones sombres dans le domaine optique. On voit comment elles sont structurées, on voit que ce sont des filaments, on comprend comment les nuages de gaz moléculaires sont constitués, sont formés. Et à partir de là, on peut comprendre plus en détail les mécanismes qui vont amener à l'information stellaire. Donc, dans le domaine visible, on observe plutôt de la matière chaude, des étoiles, des régions qu'on appelle H2 parce que c'est de l'hydrogène iodisé, typiquement entre 10 puissance 3 et 10 puissance 5 Kelvin. Nous, ce qui nous intéresse quand on observe dans le domaine millimétrique, c'est la matière froide, donc la poussière dans le continuum et les molécules dans les raies, quand on est capable d'avoir de la spectroscopie. Donc, c'est du gaz plutôt entre 10 et 100 K, du gaz froid, dense, qui va donc pouvoir s'effondrer et former des étoiles. Voilà, typiquement, vous prenez une énergie à une température de 4K, vous obtenez ce type de fréquence. Les molécules observées dans l'univers sont nombreuses. On en compte aujourd'hui environ 200. Là, vous avez quelques exemples de molécules classées en fonction de leur composition chimique, des molécules dont on connaît l'émission en laboratoire aussi. Et vous voyez ici des spectres d'émission. Donc, pour une galaxie, vous avez une émission intégrée sur l'ensemble de la galaxie. Pour une galaxie qui s'appelle M82 et une autre galaxie qui s'appelle NGC 253. Et vous pouvez voir que la composition chimique de ces galaxies est assez différente. Et ça nous apprend beaucoup de choses sur les mécanismes qui sont capables de diriger la formation de ces nuages de gaz, donc comment les molécules vont se former, mais aussi sur les processus désagréables, comme disait Martina, c'est-à-dire les processus de destruction ou de chauffage du gaz, les mécanismes de photoionisation qui vont envoyer du rayonnement qui va pénétrer dans ces nuages de gaz et favoriser telle ou telle chimie ou l'émission de telle ou telle molécule. Et à partir de modèles complexes, il existe des codes très évolués aujourd'hui, on est capable de reproduire ce type de processus et ainsi de comparer avec des observations de plus en plus détaillées. Donc voilà, je vous donne une référence d'un site avec la liste des molécules qui peut être classée ici en fonction de leur complexité, en fonction de leur nombre d'atomes. Vous voyez qu'on arrive à observer des molécules qui sont quand même extrêmement complexes, jusqu'à une douzaine d'atomes, donc des chaînes évoluées de molécules, avec des éléments chimiques aussi également plus complexes, mais vous voyez qu'on reste à base de surtout CNO, hein, de carbone, d'azote et d'oxygène, mais vous avez un peu de SI aussi parfois, donc des éléments plus lourds. Essentiellement, l'univers va être observable, va être visible surtout grâce à son émission en H2, qui est la molécule la plus abondante. Mais le H2 est une molécule qui est difficile à observer parce qu'elle est symétrique. Et on préférera la molécule de CO, le monoxyde de carbone, qui est quasiment aussi abondant, enfin qui est nettement moins abondant, mais qui existe en grande quantité quand même dans l'univers et qui est beaucoup plus facile à observer lorsque le milieu est froid. Lorsque le milieu est chaud, on pourra exciter les raies du H2 qui seront visibles plutôt dans l'infrarouge. En revanche, dans le domaine millimétrique, si on veut tracer le gaz vraiment très froid, c'est le CO qui est la molécule privilégiée. Donc voilà les molécules les plus fréquentes, surtout le monoxyde de carbone. On est capable d'observer de l'eau, du OH, HCN, HCO+, et qui vont nous apprendre des choses sur la densité du gaz. Par exemple, ces deux molécules sont des traceurs de gaz plus denses, le CS aussi.
Et puis, il y a des molécules qui sont plus rares. Évidemment, on va les observer plutôt dans notre galaxie, dans le milieu proche. Quand on va s'éloigner, regarder des galaxies extérieures, des objets plus lointains, on va chercher des molécules qui sont plus faciles à observer. Ici, un petit schéma qui vous montre les différents niveaux d'énergie. Vous avez en fonction des quantités d'énergie pour exciter les niveaux, vous avez des raies qui vont réémettre ou bien dans l'optique ultraviolet, ou bien dans l'infrarouge pour des mouvements vibrationnels des molécules. Et dans le domaine millimétrique, on trace les mouvements rotationnels et donc des niveaux d'énergie qui sont très bas et qui peuvent être excités à partir de températures relativement basses, donc une dizaine de Kelvin dans le milieu dans lequel se trouvent ces molécules. Voilà un petit graphe qui vous montre en fonction des années, depuis le début, on va dire, de la radioastronomie au sol, ici, l'évolution du nombre de molécules détectées et confirmées avec essentiellement des télescopes au sol, mais aussi des satellites spatiaux qui ont permis d'accéder à des molécules et puis aussi à des atomes. Donc, les processus d'émission, je vous ai parlé des raies d'émission. Vous voyez bien ma souris, hein, Philippe, confirme-moi. Oui, on la voit, très bien. Oui. Donc, des raies d'émission, essentiellement des molécules, mais aussi des atomes. Et puis, des processus d'émission dont je ne vous parlerai pas parce que je n'ai pas le temps. Des processus d'émission continue. L'émission free-free, donc Bremsstrahlung, des particules accélérées, typiquement qui tracent des particules émises par des supernovas, donc qui tracent les régions d'émission, de formation d'étoiles dans les galaxies, par exemple. L'émission de corps noirs de la poussière. Si vous regardez la loi du corps noir, le pic de température, le pic d'émission en longueur d'onde de la poussière autour de 10-30 K, ça tombe dans le millimétrique. Puis des émissions non thermiques comme du synchrotron, donc des particules chargées qui vont spiraler autour de lignes de champ. Et puis des émissions Compton inverse, comme le CMB, le fond diffus cosmologique. Puis d'autres effets un peu plus subtils, comme l'effet SZ, l'effet Sounev-Zedlovich, qui est un effet Compton inverse. Voilà, donc essentiellement, quand on va regarder le milieu interstellaire, je vous ai dit que le milieu interstellaire était composé de différentes phases, du gaz plutôt chaud ionisé, on a vu, puis du gaz atomique et de plus en plus froid, voilà, du gaz moléculaire, des grains, et c'est ça qu'on va observer dans le domaine millimétrique. Voilà. Les densités, les températures dont je vous parlais tout à l'heure, essentiellement le 12CO à des températures d'environ 10-100 K, et puis des densités qui peuvent être très élevées. Alors, où se trouvent les molécules? Rapidement, je vais vous flasher des endroits ou des lieux dans lesquels on peut observer les molécules. Les molécules tracent les différentes phases, peuvent aider à tracer les différentes phases de la vie de la matière tout au long de la vie des étoiles. On peut voir les phases qui vont précéder la formation d'étoiles, donc des nuages protostellaires ou des outflows, des éjections de gaz autour des nuages de gaz dans lesquels les étoiles vont se former. Donc vous voyez ici des observations avec différents instruments, le satellite, un télescope dans un avion et puis NOEMA, donc l'interféromètre qui se trouve en France, avec des raies d'émission moléculaire. Et quand un disque d'accrétion se forme pour former une étoile, vous avez aussi des jets de matière, des outflows qui viennent éjecter le moment angulaire ici. Et c'est ce que vous pouvez observer. Donc ça, ce sont des émissions typiques de nuages protostellaires et d'outflows protostellaires de régions de formation des étoiles. Voilà d'autres exemples. Vous avez ce disque ici, ce disque de poussière. Typiquement, vous avez une comparaison ici avec la taille d'un système solaire. Vous voyez qu'on arrive à obtenir des résolutions spatiales qui sont extrêmement élevées, comparables avec ici, vous avez des modèles de disques d'accrétion. Et puis ces jets qu'on observe dans différentes longueurs d'onde, depuis le milieu très froid jusqu'au milieu très chaud. On observe aussi des disques protoplanétaires qui sont les lieux dans lesquels les étoiles peuvent, les planètes peuvent se former. C'est un sujet qui est beaucoup d'actualité, surtout depuis que ALMA a permis d'observer ce type de disque. Donc, ce que vous voyez ici, c'est de l'émission de la poussière, l'émission continue donc, de disques de poussière. Et vous voyez que ces disques qu'on n'arrivait pas à résoudre auparavant, c'était des grosses patates, hein. Donc, on savait qu'il y avait de la poussière autour d'étoiles jeunes, des étoiles type Thétaurie en formation. Eh bien, on voit que dans les régions extrêmement centrales, alors là, je n'ai pas les dimensions, mais j'ai peur de dire des bêtises, je pense qu'on est à quelques dizaines, quelques centaines d'AU. Une AU, c'est une unité astronomique, hein, c'est la distance Terre-Soleil. Et vous voyez donc ces structures où on peut commencer à avoir des anneaux, et probablement des zones de résonance, ou des zones qui ont été vidées, probablement par la création d'un planétésimal
une petite planète qui est venue manger toute la poussière qui se trouvait dans ces sillons. Et donc, on espère, grâce à ça, commencer à comprendre comment, à partir d'un disque de poussière, les petites planètes vont pouvoir se former et créer des systèmes planétaires. La mort des étoiles aussi, et comment la matière est recyclée, comment la complexité moléculaire est créée dans l'univers. Vous voyez ici une observation d'étoiles évoluées. Alors, on savait dans l'optique que quand on observe des étoiles à très haute résolution spatiale, on voit des espèces de coquilles comme ceci. Et bien, quand on l'observe dans le milieu moléculaire, on voit également ça. On voit ces coquilles de gaz. En fait, les étoiles, certains types d'étoiles, selon leur masse, si elles sont très massives, elles vont exploser en supernova. Si elles sont moins massives, elles vont avoir une fin de vie un peu plus pépère. Elles vont pulser et éjecter de la poussière et de la matière qui est dans leur enveloppe, qui grossit de plus en plus. Et cette matière qui est dans leur enveloppe, en fait, est riche en molécules. Vous voyez que ces molécules, ce sont ce qu'on observe. On voit qu'on les observe à différents rayons du centre de cette étoile. Donc cette étoile, alors qu'elle est en train de mourir, vous savez que les étoiles vont transformer leur cœur d'hydrogène par réaction nucléaire dans des éléments de plus en plus complexes. Et vous voyez que ces molécules qui sont formées dans les étoiles, la complexité moléculaire qui est générée dans les étoiles, va se retrouver éjectée dans le milieu ambiant. Et donc, le milieu ambiant est enrichi en molécules de plus en plus complexes. C'est comme ça que les étoiles sont des usines à fabriquer de la complexité. Donc voilà, encore une autre image avec des résolutions spatiales ALMA. Hein. Ici, c'est NOEMA, pardon. Et puis, je dois avoir une image d'ALMA qui vous montre ces éjections. Alors ici, c'est un peu plus compliqué. On voit qu'on a une sorte de spirale. Et l'équipe a réussi à comprendre que cette déformation était probablement due à une asymétrie au moment de la pulsation qui devait être liée à un compagnon. On sait que les étoiles peuvent vivre en système binaire. Et donc, si on a un système binaire, on peut reproduire avec des modèles ce type d'éjection lorsqu'on a un système en rotation. Le milieu interstellaire, donc le berceau des étoiles, le berceau des étoiles, dans le gaz dans lequel va se former les étoiles et donc là où la complexité moléculaire va pouvoir être générée. C'est la tête de cheval que je vous montrais tout à l'heure, alors avec une meilleure qualité d'image. Vous avez ici donc, une image optique où vous voyez clairement que la zone sombre qu'on voyait tout à l'heure, eh ben, c'est du gaz et de la poussière. Et vous voyez cette poussière qui est éclairée, qui reflète un peu de la lumière. On voit quasiment les 3 dimensions hein, du nuage, c'est impressionnant. Et ces filaments, en fait, sont clairement des filaments qui sont riches en molécules. Donc, toute cette structure, en fait, c'est du gaz moléculaire mélangé à de la poussière qui absorbe le rayonnement visible d'arrière-plan et à l'intérieur duquel vont pouvoir se former de nouvelles générations d'étoiles. Avec les interféromètres, on est capable d'avoir de plus en plus de résolution spatiale, c'est-à-dire de détails dans la structure morphologique de ces objets, et on est capable de l'avoir dans des molécules différentes, et donc de comprendre où se situent les différentes molécules les unes par rapport aux autres, et aussi comment se structure le milieu interstellaire, où se trouvent les zones très denses, très compactes, où vont se former les étoiles par rapport aux zones plus diffuses, et on peut comprendre ce milieu, comment fonctionne ce milieu turbulent. Vous avez ici différents exemples d'observations avec des instruments de l'IRAM, donc interféromètre, et puis single dish, qui sont nécessaires pour ici retrouver les espacements courts, pour récupérer l'émission étendue des nuages qui sont proches. Donc pour résumer un peu ce que je vous ai dit, pour essayer de donner un feeling de ce qu'on peut observer dans le domaine millimétrique, j'aime bien ce graphe qui résume un petit peu le cycle de la matière. Vous avez les étoiles qui se forment, les nuages de gaz ici, les nuages de gaz dans lesquels vont pouvoir naître les étoiles, qui vont s'effondrer, former des étoiles. Ces étoiles elles-mêmes vont évoluer, fabriquer de la complexité, qui sera ensuite réinjectée dans le milieu environnant et qui va former de nouvelles générations d'étoiles à partir de matériel de plus en plus riches. Étoiles autour desquelles les disques de poussière vont pouvoir se former, les systèmes planétaires tels que le nôtre pourront se former également, avec donc des molécules complexes. Donc je reviens ici sur mon image de galaxie et je vous montre ce qu'on observe encore une fois dans le domaine optique et puis dans le gaz moléculaire, donc des observations ici avec les instruments de l'IRAM. Et vous voyez tous ces nuages, tous ces clumps de nuages de gaz moléculaire, un petit peu comme ce que je vous ai montré avec la tête de cheval, qui était une observation microscopique hein, à l'échelle de cette image de gaz. Donc vous avez des nuages géants à l'intérieur desquels vont se former des cœurs, dans lesquels vont se former les étoiles. Et si on compare ici le taux de formation d'étoiles
la densité surfacique du taux de formation d'étoiles à la densité surfacique de gaz. Donc, en gros, la quantité de gaz par rapport à la quantité de formation d'étoiles. Vous voyez, vous avez une relation, une grande corrélation sur plusieurs ordres de grandeur. Donc, typiquement, ce que je veux faire passer comme message ici, c'est que plus vous avez de gaz, plus vous avez de formation d'étoiles, parce que les étoiles se forment dans les nuages de gaz qui vont s'effondrer et former des étoiles. Donc, tracer le gaz moléculaire dans le millimétrique, c'est tracer la phase qui précède la formation d'étoiles. Alors, on est capable de faire ça avec une résolution angulaire de plus en plus bonne, de plus en plus grande. Et vous voyez qu'on est capable donc, de cartographier maintenant tous ces nuages de gaz dans des galaxies proches. Vous voyez la structure morphologique de la galaxie, les bras spiraux. Puis vous voyez aussi la dynamique. Vous voyez ici du bleu, ici du rouge. Donc du gaz qui s'éloigne et du gaz qui se rapproche de nous. Vous voyez même la rotation de la galaxie. Hein. Vous êtes capable, grâce à ça, de voir que cette galaxie est en rotation avec cette partie qui s'éloigne et cette partie qui se rapproche. Et ce type d'observation, on est capable de le faire de façon quasiment industrielle maintenant grâce à ALMA. C'est un instrument qui a révolutionné le paysage dans le domaine millimétrique. Vous avez ici une vingtaine de galaxies qui est extrait du site du large programme FANGS, où vous voyez, avec une résolution spatiale, la cartographie du gaz moléculaire dans ces galaxies. C'est extrêmement impressionnant. Vous pouvez considérer que jusqu'à une dizaine d'années, on était capable d'observer juste une toute petite région ici. Et maintenant, grâce à la rapidité et la sensibilité de cet instrument, on est capable de faire des grandes mosaïques, de couvrir des champs énormes et d'avoir en même temps une grande couverture spatiale et un énorme degré de résolution spatiale, donc de résoudre les structures, les nuages de gaz, depuis les plus grandes échelles jusqu'aux plus petites échelles, de voir la structure de ces objets, de ces galaxies. Ça permet de comprendre comment vont se former les étoiles dans les galaxies. Si on regarde la région centrale, donc je vous ai dit qu'on était capable d'avoir la structure dynamique et de voir où se former les étoiles. On est capable aussi, lorsqu'on a des galaxies qui sont proches, d'avoir la complexité moléculaire. Et comme je vous le montrais sur le premier transparent, c'est peut-être maintenant plus clair, vous avez toutes ces molécules qui sont présentes. C'est un des exemples aussi les plus frappants dans NGC 253, une galaxie proche et très lumineuse. Et à partir de là, les contraintes pour les modèles sont extrêmement complexes. On peut comprendre ce qui se passe dans le centre des galaxies, et en particulier autour du trou noir, ici central. On sait que les galaxies possèdent un trou noir qui peut devenir actif. On appelle ça un AGN. Et dans cette région centrale, c'est très intéressant de savoir ce qui se passe parce qu'on sait que les galaxies évoluent en même temps que leur trou noir central. Une coévolution de la croissance des trous noirs et des galaxies. Et il y a une interaction entre les trous noirs et leurs galaxies ces trous noirs qui viennent réguler la croissance des galaxies. Donc c'est exactement ça, trou noir et feedback, donc processus de rétroaction. Avec des observations extrêmement centrales dans le domaine millimétrique, on est capable de regarder les régions très compactes, où vous voyez à la sous-arc seconde. Hein. On est capable de mesurer la quantité de gaz. On est capable aussi du coup de déterminer les vitesses dynamiques. Vous avez ici une vitesse de rotation à partir de laquelle on peut peser le trou noir, c'est-à-dire dire que si c'est la gravité qui crée ces effets dynamiques, eh bien, on arrive à contraindre la masse qui se trouve à l'intérieur de ces rayons de plus en plus petits, et à partir de là, de mettre des limites ou de déterminer les masses des trous noirs, ces objets difficiles à observer. La rétroaction, on l'observe aussi dans le domaine millimétrique. Alors ça, ce sont des images dans les X. Les images bleues, c'est du rayon X dans les amas de galaxies. Ces galaxies que je vous montrais tout à l'heure sont baignées dans un gaz très très chaud qui est dans les X. Ce gaz chaud est repoussé ici par des jets radio qu'on observe plutôt dans le domaine centimétrique. Mais la galaxie centrale, ici, se trouve quand même riche en gaz moléculaire, et ça nous explique comment le noyau actif va être alimenté par le gaz et venir créer de l'énergie qui va pouvoir venir s'être réinjectée dans le milieu ambiant et réguler la formation des galaxies. Fabien en a parlé tout à l'heure, la première image du trou noir, une image impressionnante, c'est l'ombre du trou noir, surtout qu'on voit, qui a été obtenue avec ce qu'on appelle EHT, le Event Horizon Telescope, qui est en fait un VLBI, c'est-à-dire une combinaison des télescopes en interférométrie, mais à l'échelle planétaire, c'est-à-dire que ce sont les signaux de différents télescopes répartis partout sur la planète, au Chili, en France, aux États-Unis, qui ont permis d'être combinés, corrélés, et qui ont permis d'obtenir une image à une résolution spatiale qui est extrêmement élevée et qui permet donc d'obtenir cette émission avec, vous l'avez entendu et vous l'avez vu dans les nouvelles, cette première image d'un trou noir vue en l'ombre du trou noir.
Donc, on est capable d'observer aussi dans le domaine millimétrique les premières galaxies, les premiers amas de l'univers. Vous savez ici un schéma qui vous montre un peu comment le cartoon de l'univers. Vous avez le fond diffus cosmologique, ici la première image. Donc, vous avez le Big Bang ici, première explosion, première image, pas de les âges sombres. Et puis, au fur et à mesure, ici, des objets qui vont se former avec les premières étoiles, les premières galaxies. Et puis, ces objets vont évoluer, vont former des amas de galaxies, des objets de plus en plus complexes. Et on arrive ici, aujourd'hui, à l'univers qu'on observe et localement, c'est-à-dire des galaxies telles que la nôtre, ou des galaxies proches de nous. Mais on est capable d'observer ces objets lointains parce que, comme l'univers est en expansion, cet univers s'éloigne. Et comme il s'éloigne, il a un effet Doppler, en quelque sorte. Hein, c'est comme un effet Doppler, puisque ça imite l'effet Doppler avec l'éloignement de la galaxie. Et donc, les galaxies sont de plus en plus rouges. On appelle ça le redshift, le décalage vers le rouge. Et donc, on est capable d'observer ces galaxies très lointaines, le temps que la lumière arrive jusqu'à nous. Et voici un exemple donc des raies de différentes molécules. Vous reconnaissez la raie de CO dans cette région centrale d'une galaxie qui est un redshift autour de 5. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose, mais un redshift autour de 5, ça veut dire dans les tout premiers âges de l'univers, le premier milliard d'années après le Big Bang. Donc, on est capable de connaître quel était le degré de complexité moléculaire des toutes premières galaxies formées dans l'univers. Évidemment, on fait ça de façon plus systématique pour avoir une statistique sur les objets. Voilà d'autres exemples où on est capable, encore vous voyez le rouge et le bleu, donc d'avoir la dynamique du gaz et de savoir que ces galaxies à redshift 1.2, donc plus proches, mais quand même à une époque qui dépasse la moitié de l'âge de l'univers, dans la première partie de l'histoire de la vie de l'univers, on est capable de cartographier, d'avoir ici la dynamique du gaz. Et ça, c'est intéressant parce que vous avez un autre plot qui est très connu, qui est ici le taux de formation d'étoiles tout au long de l'âge de l'univers. Et on sait qu'il y a un pic de formation d'étoiles autour de, vous voyez, 10 gigaïaires. Donc ici, c'est le Big Bang. À peu près 2 milliards d'années après le Big Bang, vous avez un pic de formation d'étoiles et ensuite la formation d'étoiles décroît. Donc les galaxies, les étoiles se forment de plus en plus. Et ensuite, il y a un quenching, un arrêt de la formation d'étoiles. Et ça, c'est lié évidemment à la présence de gaz dans les galaxies. Et donc avoir le même type de graphe pour la présence de gaz tout au long de l'âge de l'univers est quelque chose d'extrêmement intéressant qu'on peut faire dans le domaine millimétrique. Donc les amas de galaxies locaux, ça c'est ce que je vous montrais, les structures de l'univers qu'on observe grâce aux grands relevés dans le domaine optique. Donc vous voyez ces structures en filaments, hein, le modèle de filament de l'univers, le Cosmic Web, avec ici au nœud des structures les amas de galaxies, jusqu'à des redshifts qui sont relativement proches, 0,7. C'est la moitié de l'âge de l'univers, donc vous voyez qu'on n'y est pas du tout. On est capable de cartographier les régions très proches de nous, et quand même, on voit les structures. Et dans le domaine millimétrique, on est capable de voir ici un ensemble de galaxies observées dans la poussière. Donc, vous avez l'émission d'un milieu assez compact, qu'on pense être un proto-amas, en fait, les premières structures qui commencent à se rassembler d'objets eux-mêmes en formation, donc les premières galaxies qui viennent se rassembler et former les premières structures. Et on les observe dans la poussière. Et donc, on va pouvoir les observer aussi dans le gaz moléculaire pour comprendre comment se forment les étoiles dans ces premiers objets. Donc, je vais passer extrêmement vite. Je vous l'ai dit, j'avais beaucoup de transparents. Un petit historique sur les télescopes. Là, je vais flasher les transparents, vous pourrez les regarder plus tard. Donc, Martina a dit tout ça. L'absorption, ici, on me demandait tout à l'heure la vapeur d'eau. Vous voyez, ça, c'est la transmission. 1, c'est bien, 0, c'est nul. Vous voyez ici, en fonction de la vapeur d'eau, plus vous avez de la vapeur d'eau, 1, 3, 5, plus vous descendez. Donc, à basse fréquence, vous n'êtes pas trop affecté par la vapeur d'eau. Si vous montez à haute fréquence, vous êtes de plus en plus affecté par la vapeur d'eau. En millimètres, le long de la colonne au-dessus de vous. Voilà les bandes. Donc, les télescopes qu'on a à disposition, le plateau de Bure et l'antenne de 30 mètres single dish, en France, en Espagne, un instrument où la France a une grosse participation. Des instruments où on est associé via l'ESO, l'Observatoire européen, et puis des objets, des télescopes qui ont du temps ouvert sur lesquels on peut postuler pour obtenir du temps. Des interféromètres, pourquoi résolution spatiale, c'est lambda sur D, c'est le diamètre de l'antenne. Avec un interféromètre, la résolution spatiale, c'est lambda sur B, où B, c'est le diamètre, la distance entre les antennes les plus éloignées. Donc vous voyez qu'avec des interféromètres, on est capable de synthétiser des télescopes de plus en plus grands, donc des résolutions, ici c'est grand, donc résolution petite. Typiquement, les ordres de grandeur sont donnés ici, et les surfaces collectrices également.
un résumé que vous pourrez regarder sur ces différents observatoires, essentiellement des comparaisons entre NOEMA et puis ALMA en termes d'altitude, en termes de fréquences couvertes, les bandes de fréquences, les résolutions spatiales qui sont résumées, je passe un peu vite. L'accroissement en sensibilité, l'amélioration en sensibilité tout au long de l'histoire de la vie de l'IRAM pour l'interféromètre du plateau de Bure. Vous voyez que ce sont des améliorations constantes qu'a subi le télescope, pouvoir être à des sensibilités qui sont proches de ce que fait ALMA, un interféromètre international, celui-ci, alors que l'interféromètre de l'IRAM est un interféromètre franco-allemand-espagnol. Donc voilà, à l'IRAM, avec lesquels la France a beaucoup de relations et a une part importante, fabrique ses récepteurs, ses corrélateurs, ses antennes, essentiellement DSIS, mais toute la chaîne d'observation, jusqu'aux corrélateurs, avec des corrélateurs qui sont impressionnants. La génération actuelle, c'est 32 GHz, avec 16 000 canaux de 2 MHz chacun. Et puis là-dessus, on peut rajouter des corrélateurs modulaires qui permettent d'avoir de la super haute résolution spatiale spectrale dans des petites fenêtres d'observation. ALMA, un peu pareil, la carte de visite d'ALMA, la carte d'identité, des lignes de base qui peuvent aller à des distances de plusieurs kilomètres, donc de la résolution spatiale imbattable, des fréquences imbattables également parce qu'on est dans le désert de l'Atacama, à haute altitude, très sec. Voilà, des quantités de données qui sont colossales, mais tout ça est bien géré, ça marche très bien. Les données sont en archives publiques, donc il y a beaucoup de choses à récupérer sur le site de l'ESO. On a fait un viewer qui permet aussi d'accéder directement aux données pour avoir une idée de leur contenu. Je vous invite à regarder tout ça si ça vous intéresse. Un petit peu de contexte politique. Ici, vous voyez les différentes longueurs d'onde. On parle des ondes radio ici, vous reconnaissez l'OFA, SKA. Donc, les instruments de l'IRAM et ALMA ici font partie des TGIR, des très grands instruments, des infrastructures de recherche du CNRS et de la France. Et à ce titre, donc vous voyez ici, elles sont classées comme des instruments qui font partie de notre communauté et auxquels on a un accès privilégié, donc pour les eaux ici et pour l'IRAM. C'est le cas aussi pour les NUFA et puis dans le domaine centimétrique, duquel je ne parle pas du tout ici. Et grâce à ça, on a également des services nationaux d'observation, c'est-à-dire que les astronomes en France font des tâches de service. Ils doivent s'occuper de fabriquer des logiciels et des instruments pour faire fonctionner les instruments. Alors, je m'excuse si je n'ai pas fait un relevé exhaustif, mais j'ai relevé ici différents types de tâches de service dans le domaine centimétrique et millimétrique. Et vous voyez qu'une bonne part du temps des astronomes français doit être dédié au fonctionnement, à la mise en place et au suivi de ces instruments qui font partie des infrastructures françaises. J'ai bientôt fini. Les laboratoires historiques faisant du millimétrique en France, Paris, Meudon, Bordeaux, Grenoble, j'ai rajouté Nancy ici avec le centimétrique. D'autres labos utilisent également ces instruments. Les grands thèmes de recherche qui sont ici, vous voyez des galaxies, des quasars, data, black hole, des jets, des clusters, des planètes. Et ces grands thèmes sont repartis ici, entre les galaxies, les proto-étoiles, comme je vous montrais tout à l'heure, les disques protoplanétaires sont les trois grands thèmes de la communauté internationale, mais aussi de la communauté française. En termes de publication, la communauté française est assez active par rapport à la communauté mondiale lorsqu'on fait ces champs de recherche dans le domaine millimétrique, sous-millimétrique. Ça vous donne, je vous ai mis les adresses des sites pour aller vous amuser vous-même si vous voulez voir les noms d'articles qui sont lus ou cités avec ces keywords. Et puis pour finir, voilà les relations entre les différentes personnes qui sont actives dans la communauté française que j'ai récupérées sur le site de ABS. Vous pouvez regarder ça gentiment, tranquillement si ça vous intéresse. Je vous remercie et je suis juste 1 minute en retard. Oui, on avait commencé en avance. Merci Philippe, c'était un talk, une présentation assez ébouriffante. S'il y a des questions, maintenant elles sont bienvenues. Donc à vous. On pourrait faire les questions à la pause. Hein. On pourra les faire à la pause aussi. C'est juste s'il y a des questions immédiates qui viennent à l'esprit des auditeurs. Hein. Tu as balayé énormément de choses, hein. C'était très riche, merci beaucoup. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, par le chat ou en levant la main ou en prenant la parole. Surtout, n'hésitez pas. Alors, en attendant que quelqu'un se manifeste, moi, j'ai éventuellement 2 petites questions très brèves.
Tu as parlé dans une de tes dernières diapositives des archives publiques accessibles, donc via Artemix, etc. Est-ce que, par exemple, pour nos collègues tunisiens, est-ce que on peut aller accéder dans ces archives et travailler avec de manière autonome, ou est-ce qu'il faut vraiment être, je dirais, aidé par des membres de la communauté? Alors, je dirais je dirais un peu les deux. C'est-à-dire que les archives de l'ESO officielles et puis le viewer qu'on a mis en place permettent d'accéder aux cubes qui sont science level, quoi, qualité 2, c'est-à-dire normalement bien calibré. Donc à partir de là, on peut commencer à regarder ce qu'il y a dans les données et avoir une idée de ce qu'il y a dans les données. Après, si on veut faire des publications avec ça, je dirais qu'il faut peut-être quand même réduire les données. À ce moment-là, avoir des collaborations qui permettent de travailler avec les logiciels de façon à ne pas perdre du temps, quoi, à gagner un peu de temps là-dessus. Maintenant, je dirais que c'est très très vrai pour les premiers cycles d'observation, mais que les pipelines et l'expérience du traitement des données est évidemment de plus en plus aboutie et que les données sont de meilleure qualité maintenant. En particulier, il y a un projet en cours également à l'ESO de fournir des cubes énormes de données. Donc, on peut en gros demander un ticket qui va permettre de faire recalibrer sur des serveurs un type de données. Et du coup, la recalibration est déjà faite par des experts, si tu veux. Donc ça, c'est des projets qui sont en cours aussi et qui permettent de travailler avec des données déjà toutes calibrées. Après, il faut pouvoir les interpréter, évidemment.